Hey, salut! Épisode 8 de la FDG. Aujourd'hui, on va apprendre à analyser l'économie d'une crypto-monnaie pour savoir si elle est économiquement viable à court, moyen et long terme. Ce domaine est appelé l'analyse de tokenomics. Allez, c'est parti! In tokenomics, qui est le mariage des termes token et économie, est une branche importante de l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. Les investisseurs ont deux types d'analyses à effectuer pour maximiser leurs chances de profit. Tout d'abord, l'analyse technique, qui implique l'observation des tendances de prix sur un graphique. Ensuite vient l'analyse fondamentale, qui consiste à évaluer la valeur intrinsèque d'un actif et son potentiel futur. Bien que l'analyse technique soit essentiellement pour le trading à court terme, l'analyse fondamentale, quant à elle, est davantage liée à une stratégie d'investissement à long terme. De manière générale, le prix d'un actif dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, le prix augmentera et vice-versa. Les crypto-monnaies ne font pas exception à cette règle, mais se distinguent par les caractéristiques uniques de leur offre et de leur demande. Cela a donné lieu à une nouvelle discipline, l'économie des tokens, qui a pour but de réglementer la quantité et la distribution de l'offre, ainsi que de stimuler la demande par la création de cas d'utilisation pour les tokens. L'un des principaux défis est de maintenir un équilibre stable entre l'offre et la demande, ce qui est d'autant plus difficile car la vitesse d'adoption des projets et des crypto-monnaies est complètement imprévisible. Cela explique en partie la forte volatilité de cette classe d'actifs, en particulier pour les premiers projets qui ont dû faire face à des difficultés. Pour mieux comprendre cette situation, il est important de se pencher sur les caractéristiques de l'offre. Dans le monde des crypto-monnaies, il est fréquent que les termes utilisés soient en anglais. Par conséquent, vous rencontrerez souvent le mot supply lorsqu'on abordera l'offre des tokens d'un projet. La source d'information la plus fiable concernant l'offre d'un token est généralement le white paper ou la documentation du projet. Cependant, il est possible d'obtenir des informations détaillées en utilisant un agrégateur de données tel que CoinMarketCap ou CoinGecko. La max supply ou offre maximale indique le nombre maximum de coins ou tokens qui seront émis pour une crypto-monnaie donnée. L'exemple le plus connu est celui de Bitcoin qui a une offre maximale de 21 millions d'unités. Cependant, toutes les crypto-monnaies ne disposent pas d'une offre maximale définie, auquel cas la max supply n'est pas renseignée. La total supply ou offre totale correspond à la quantité totale de tokens qui ont été émis. Déduction faite des tokens qui ont été retirés de la circulation qu'on appelle burn ou brûlé. Enfin, la circulating supply ou offre en circulation représente la partie de la total supply qui est librement échangée sur le marché à un instant donné. Cette quantité exclut les tokens qui sont stakés ainsi que ceux détenus par le protocole ou les fondateurs de la crypto-monnaie. Enfin, il est très important de comprendre les deux dernières mesures clés, le market cap et le fully diluted market cap. Le market cap représente la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie. Cela équivaut à la masse monétaire totale disponible dans l'écosystème à un moment donné et se calcule en multipliant la circulating supply par le prix du token. De son côté, la fully diluted market cap est une vision de la masse monétaire maximale d'un écosystème. Elle se calcule en multipliant la max supply par le prix du token. En règle générale, tout ce qui tend à augmenter l'offre de la supply freine l'évolution des prix d'une crypto-monnaie. Cela agit comme une dilution de la valeur. A contrario, les mécanismes qui réduisent l'offre sont susceptibles de soutenir son prix. Désormais, fini les maths, un peu plus de concret. Nous allons illustrer nos deux indices avec un exemple rapide. Nous voici donc sur mon écran où nous allons mettre en œuvre les calculs que nous venons d'apprendre. La capitalisation boursière se trouve juste en dessous avec 853 milliards, l'offre en circulation, circulating supply avec 19 millions juste ici, l'offre maximale, l'offre totale de 21 millions et l'évaluation après dilution, la fully diluted market cap de 915 milliards. Nous allons retrouver la capitalisation boursière avec un calcul très simple. Hop, tac. L'offre en circulation fois le prix du Bitcoin actuel. 19 577 000 oulala, fois le prix actuel. Et on retrouve à peu près à la louche, forcément parce qu'il n'y a pas tous les zéros derrière, on n'a pas une donnée assez précise, la capitalisation boursière. Pour trouver l'évaluation après dilution, qui est très importante pour effectuer une analyse très précise et effectuer surtout, mettre en œuvre et faire sortir de terre une thèse à propos d'une crypto-monnaie à long terme, nous allons faire le même calcul, sauf que au lieu de prendre l'offre en circulation, nous allons prendre la max supply, donc l'offre maximale. Ici 21 millions,
fois le prix actuel, encore une fois, qui a changé entre temps, de 43 505 $. Ça nous donne 913 milliards, donc encore une fois c'est à peu près parce que notre donnée du prix n'est pas assez précise. Et donc voilà, nous avons réussi à retrouver ces deux paramètres. Passons sur un deuxième exemple. Ici, nous avons marqué que la fully diluted market cap n'est pas très élevée par rapport à la capitalisation boursière actuelle, parce que l'offre en circulation se rapproche énormément de l'offre maximale. Passons sur un deuxième cas, avec le cas d'Arbitrum, le token de la blockchain qui porte le même nom, Arbitrum, ici avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard et une offre en circulation de 1,2 milliard en circulation. Une offre maximale 10 milliards, plutôt énorme, et donc on a un écart entre l'évaluation après dilution et la capitalisation boursière relativement énorme, qui est somme toute presque un x10 de 13 milliards. Pourquoi un si grand écart? Parce qu'on peut voir que l'émission du token n'est qu'à 10%. Il n'y a que 10% des tokens qui sont en circulation actuellement, ce qui nous donne un token valorisé à 1,7 milliard. Et si le token reste au même prix dans le futur et que l'offre en circulation atteint l'offre maximale, le token Arbitrum sera valorisé à 13 milliards avec le même prix, 1,34 $. Il est évident que plus de jetons pour la même capitalisation boursière fera baisser le prix. Ce qu'on peut faire pour nous donner un avis un peu plus tranché, c'est qu'on va prendre l'offre maximale et la capitalisation boursière actuelle pour voir si les paramètres actuels ne changent pas, mais par contre l'offre maximale est enfin libérée, à combien le token Arbitrum sera pricé. Tout simplement. Donc là, calcul très simple encore une fois. On va prendre la capitalisation boursière actuelle qu'on va diviser par l'offre maximale. Très facile. 1,737 286 538 qu'on va diviser par, hop, je cache, 10 milliards. On tape sur entrée, ça nous fait 17 centimes le token. On peut voir que là, c'est une chute rocambolesque. On va faire un calcul très simple. Valeur finale divisé par valeur de départ. Des maths très simples. 1 moins 0,12. Ça nous fait une chute de 88%. Voilà, calculer ce genre de paramètres vous permet de faire sortir de terre vos propres thèses et de ne pas tomber dans certains pièges, comme par exemple celui-ci. Attention, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, mais l'offre maximale est très élevée par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Ce qui influe effectivement le prix actuel du token et qui potentiellement dans le futur sera pricé non pas à 1,34 $, mais potentiellement à 17 centimes. Attention, ces calculs sont efficaces forcément dans un marché efficient, dans un marché qui ne déconne pas, entre guillemets. Donc il est totalement possible que le token Arbitrum soit pricé à 10 $ avec une offre maximale de 10 milliards. Les marchés ne sont pas du tout rationnels, certains le pensent, certains non. Vous vous ferez votre propre avis, j'en suis sûr. Désormais, intéressons-nous aux mécanismes qui influent sur les quantités de tokens en circulation. Dans la plupart des cas, la quantité de tokens en circulation augmente progressivement jusqu'à atteindre le maximum supply lorsque celui-ci est établi. Prenons le cas de Bitcoin comme exemple. De nouveaux coins sont créés à chaque bloc pour récompenser les mineurs, ce qui entraîne une augmentation de la total supply. Cependant, la demande liée à l'adoption du Bitcoin étant nettement supérieure à son inflation, le cours de cette crypto-monnaie est haussier à long terme. De plus, la division par deux de cette inflation tous les 4 ans grâce au cycle de halving contribue également à la hausse du prix. En somme, la demande croît plus rapidement que l'offre, créant ainsi une pression à la hausse sur le prix. En revanche, certaines crypto-monnaies présentent des taux d'inflation excessivement élevés pour offrir des rendements attractifs via le stacking ou des protocoles de finances décentralisés DeFi, ce qui peut être totalement contre-productif. Prenons l'exemple du cake de la plateforme PancakeSwap pour illustrer cette situation. Bien que le staking offre un rendement supérieur à 60% par an, cela s'accompagne d'une inflation de 66% du nombre de tokens, ce qui peut être préjudiciable à long terme. À l'écran, vous avez l'évolution de la supply au fil du temps. Le phénomène de dilution qui se produit lors d'une augmentation de capital sur les marchés des actions est similaire à celui observé lorsque la quantité de tokens en circulation augmente. Bien que la capitalisation reste constante, le prix du token diminue mécaniquement en raison de
l'augmentation de l'offre. Cela explique en partie pourquoi le prix du cake a diminué de plus de 85% depuis son pic historique, malgré le fait qu'il s'agisse de l'une des dApps les plus populaires de l'écosystème crypto. Cela met en évidence la déconnexion qui peut exister entre le succès d'une application et la valorisation de son token. Nous avons parlé d'inflation, qui est synonyme de baisse du prix. Parlons désormais de la déflation, qui est synonyme de hausse du prix. Nous venons de voir que le contrôle de l'offre de tokens peut avoir une influence significative sur l'évolution des cours à long terme. Contrairement à l'inflation, qui peut freiner la progression du prix d'une crypto-monnaie, des techniques telles que le burn ou le buyback, qu'on appelle le rachat, permettent de retirer des tokens de la circulating supply, créant ainsi une tension à la hausse sur le prix. Ces techniques peuvent être utilisées pour limiter l'inflation et ainsi créer une désinflation, ou pour réduire l'offre totale de tokens et créer un token déflationniste. Pour rappel, la désinflation, c'est une inflation qui augmente de moins en moins vite, tandis que la déflation, c'est complètement l'opposé, c'est l'inflation qui recule nettement, c'est-à-dire que la supply diminue, tandis que pour la désinflation, la supply continue d'augmenter, mais de moins en moins vite. C'est le cas, par exemple, du BNB, le Binance Coin, la crypto utilisée sur la plateforme Binance, qui a mis en place des mécanismes de burn basés sur les frais payés par les utilisateurs. À ce jour, plus de 36 millions de BNB ont été brûlés, soit environ 15 milliards de dollars. Le BNB est un token déflationniste, ce qui devrait favoriser son évolution à long terme. Attention, ce ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. Le dernier facteur sur lequel nous allons jeter un coup d'œil est le vesting, qui peut temporairement affecter la quantité de tokens en circulation. Il s'agit d'une période de blocage pour les tokens acquis lors de pré-minage par les membres de l'équipe fondatrice et les conseillers, ou pour les investisseurs privés ou institutionnels lors de levées de fonds par exemple. Cette mesure vise à éviter que les premiers investisseurs qui ont bénéficié de prix très avantageux en échange de leur prise de risque ne soient tentés de vendre immédiatement leurs actifs lors de l'introduction des tokens sur les échanges. Une vente massive ferait immédiatement chuter le prix. Par conséquent, un calendrier de déblocage est généralement mis en place pour contrôler l'arrivée potentielle de nouveaux tokens. Le site internet token.unlock est spécialisé dans ce domaine et propose de précieuses données concernant les vestings. À l'image, vous avez l'exemple du vesting d'Uniswap. Nous pouvons donc voir que des jetons seront mis en circulation jusqu'à septembre 2024, distribués principalement à l'équipe d'Uniswap, à ses investisseurs et à sa trésorerie. Au-delà de la spéculation, la demande basée sur l'utilité de la crypto-monnaie est un élément crucial dans l'appréciation de sa valeur à long terme. Il est donc important de comprendre les différents cas d'utilisation d'un coin ou d'un token et comment il peut être mis en œuvre. Pour les coins des blockchains, ces coins constituent une catégorie de tokens particulière. Étant les tokens natifs nécessaires pour le bon fonctionnement des blockchains, sans eux, il est impossible de réaliser une transaction ou d'exécuter un smart contract, par exemple sur Ethereum, sans Ether. De ce fait, les coins des blockchains d'infrastructure ont de fortes chances de connaître une demande en croissance régulière à mesure de leur adoption. Posséder des tokens d'une organisation autonome décentralisée DAO est un prérequis pour participer à sa gouvernance. Pour pouvoir voter, prendre des décisions et recevoir des récompenses, l'achat de ces tokens est donc nécessaire. Un token qui cumule plusieurs cas d'usage a naturellement plus de chances d'être demandé régulièrement. En effet, plus l'utilité de ce token sera forte, plus son prix aura tendance à augmenter de manière saine et durable sur le long terme. Prenons encore une fois l'exemple du BNB de Binance pour illustrer les différents cas d'usage d'un token. Le BNB est un utility token très prisé, utilisable sur l'exchange Binance. Les utilisateurs de la plateforme bénéficient donc de nombreux avantages en détenant du BNB, tels que des réductions sur des frais de trading, l'acquisition de NFT sur leur marketplace ou des investissements dans de nombreux projets via le Launchpad, mais aussi la réception d'airdrop via le Launchpool ou encore l'obtention de rendement sur la DeFi via le staking et le farming. Binance est aujourd'hui le leader mondial des exchanges de crypto-monnaies avec 85 millions de clients fin 2021, ce qui crée une demande saine et régulière pour le BNB. De plus, le BNB est également utilisé comme coin natif de la blockchain de l'écosystème, la BNB Chain, ce qui ajoute encore plus de cas d'usage à sa liste déjà longue. Tout cela combiné à une supply déjà émise à 100% et déflationniste, ce qui explique en partie pourquoi le BNB fait partie des plus importantes crypto-monnaies derrière le Bitcoin et l'Ether. Vous l'avez compris, l'analyse des tokenomics est essentielle pour évaluer le potentiel de croissance à long terme d'une crypto-monnaie. L'objectif est de déterminer si la demande excédera l'offre,
pour faire monter son prix. En effet, même si une blockchain ou une application décentralisée possède des qualités exceptionnelles, si ses tokenomics sont mal conçus, le prix de son token risque de baisser à long terme. Par conséquent, il est important de lire le white paper d'une crypto-monnaie avant d'investir, surtout si vous envisagez de conserver vos jetons à long terme. En général, il est préférable d'opter pour des tokens ayant une faible inflation ou déflationnistes, ainsi que plusieurs cas d'utilisation pour maintenir une demande régulière. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous pour l'épisode 9 de la FDG sur la découverte d'un autre type de DEX, les VE33, qui permettent de récolter des frais sans même apporter de la liquidité. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!